Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue au studio, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors aujourd'hui, je suis accompagné par monsieur Saïd Adiwi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vous allez bien? Et vous? Bah écoutez, très bien. Merci de m'avoir invité. Bah, on est très heureux de vous avoir, donc vous allez nous répondre à quelques questions. Alors ces questions en fait vont être sur le voile. Alors monsieur Adiwi, on va commencer par une première question assez simple, une question qui revient assez régulièrement. Alors on va se mettre dans le cas d'une femme qui est mariée ou d'une enfant. Alors, est-ce qu'on peut déjà imposer le voile en fait à ces personnes? Est-ce qu'un mari ou un papa ou une maman peuvent imposer le voile à leur enfant? Alors déjà, si vous parlez de l'imposition du mari à la femme, il y a un principe qui gouverne en fait les principes islamiques. C'est que la ikraha fi din, pas de contrainte en religion. Et ça, effectivement, ça gouverne l'ensemble des pratiques et de la vie du musulman. Et dans ce cas-là, il serait très inapproprié que la femme soit contrainte le jour où elle a une union avec une personne par son mari. C'est un processus éducatif de bonne persuasion et d'éducation progressive de la femme qui va prendre conscience de ce qu'est le voile pour elle. Et d'abord, ça s'adresse à elle concernant le hijab. Et on ne peut pas, en tant que musulman, imposer quoi que ce soit parce que les normes le demandent, ou même une injonction le demande, si on n'a pas préparé en amont cette question d'éducation, de prise de conscience de ce qu'est le voile pour la femme et pour l'homme. Parce que je vous rappelle que le hijab, c'est pour les deux. Pour ce qui est de la jeune fille, malheureusement, il y a un autre impératif et principe dans l'islam, c'est l'obéissance à l'autorité parentale. Alors dans ce cas-là, il est très dommageable de voir qu'effectivement, certaines fois, mais c'est très très restreint, il y ait une imposition de la jeune fille par rapport à des questions religieuses. Mais tout ça doit se faire dans une optique d'éducation progressive. Et si la jeune fille se voit contrainte, elle est aussi malheureusement dans l'obligation d'obéir à ses parents. Et donc elle doit faire preuve de patience jusqu'au jour où, en pleine maturité, elle aura conscience de ce qu'est le voile ou pas, pour pouvoir prendre ses décisions de manière tout à fait convaincue. Et là, dans ce cas-là, je pense que elle sera libre de faire son choix, parce que ce qui est important dans l'islam, c'est véritablement la conscience de ce qu'on fait et la pleine volonté dans l'adhésion de ces principes. Donc il faut faire ça vraiment de plein gré. Donc en fait, voilà. Si on voit une femme, en quelque sorte, je vais essayer d'un peu de traduire ce que vous venez de nous dire, si une femme porte le voile alors que son mari l'a forcé, qu'elle n'a pas envie de le faire, c'est comme si c'était, ça n'a aucune valeur en quelque sorte. Alors c'est dommageable, mais effectivement on ne peut pas pousser cette femme qui n'a pas été pleinement engagée dans le processus éducatif, en pleine conscience de cela, sans faire face à des heurts et des conflits inévitables dans le couple. Donc ça doit être une adhésion des deux, mais en premier lieu évidemment de la femme, puisqu'il s'agit de la femme avant toute chose. Bien et sûr, ici oui. L'islam demande, et bon, il y a tout un tas de personnes dans l'environnement du mari et de la femme qui peuvent jouer un rôle pour essayer de calmer et d'expliquer notamment au mari que la manière dont il s'y prend est contre-productive et va à l'encontre des enseignements de l'islam. De la même manière qu'on peut expliquer à la femme effectivement la logique qui sous-tend le voile, mais en aucun cas on ne peut se permettre de forcer cette femme-là, ou même ne pas lui faire comprendre ce que c'est. Donc un mari de confession musulmane qui a envie de se marier avec une femme, vaut mieux qu'il se renseigne avant si elle désire porter le voile avant le mariage qu'après. Alors je pense que ça c'est valable non seulement pour le voile, mais tout autre chose. Lorsque vous voulez vous mettre d'accord sur quelque chose, il vaut mieux que vous soyez sur la même longueur d'onde. Et là c'est plus une question de religion, c'est une question de mettre les bases pour avoir une union solide qui va durer dans le temps. Et je pense que ça effectivement, il faut quand même être conscient qu'on doit en tant que mari et femme être sur la même longueur d'onde pour pouvoir assurer un succès. Parce que c'est vrai que quand on écoute les médias, on a vraiment l'impression que, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait assez peur les gens qui ne connaissent pas l'islam, on a vraiment l'impression que ce voile est imposé en fait dans tous les couples. Et
Donc de ce que vous venez de nous répondre, ça ne doit pas l'être justement. Il faut que ce soit vraiment un choix personnel de la femme de vouloir porter ce voile. C'est contre-productif de toute façon et ce n'est pas du tout l'esprit de l'islam. Alors on va juste un peu bifurquer, mais on reste toujours dans le domaine du voile. On voit par exemple sur les réseaux sociaux tels que Instagram, il y a beaucoup de femmes maintenant qui utilisent le hijab en fait pour faire du mannequinat. En fait, c'est devenu en fait un outil en fait de mode. C'est devenu vraiment un outil de mode. Alors, avec ce voile-là, est-ce qu'il faut chercher l'esthétique ou l'austérité ? Alors, le principe, en dehors de la philosophie du voile qu'on pourra discuter plus tard, mais le principe, ce n'est pas la recherche de l'esthétique pour l'esthétique, et ce n'est pas la recherche de l'austérité du tout. In fine, dans les deux cas, ce n'est pas le cas. La femme, il y a une liberté aussi dans le choix vestimentaire, à condition que l'état d'esprit du voile, l'état d'esprit de la décence, de la pudeur soit respecté. Elle est libre de faire appel à la femme restant, elle, le symbole de la sophistication en termes de beauté. On ne peut pas le retirer et le supprimer de sa nature. Et cette nature voudrait qu'effectivement on puisse allier l'esthétique d'une certaine manière, mais pas exagérer, pas de manière extrême, en faire un mannequinat ou en faire quelque chose, un phénomène de mode, parce que ce n'est pas le but du voile. Mais la femme peut très bien, en liberté de choix, avoir des goûts vestimentaires, à condition, là on ne parle pas uniquement du voile en tant que tel, mais on parle de sa manière de s'habiller. Elle est libre de manière de donc une femme musulmane a le droit de vouloir être belle. Oui, mais elle doit le faire en respectant justement tous les critères de pudeur et non-exposition exagérée des parties de son corps, dans le sens où ça va plus être en contradiction avec l'esprit du voile, mais si elle veut être esthétiquement avoir une apparence, ce n'est pas contre l'islam, surtout dans le cadre marital où elle veut faire c'est très important ce que vous dites, parce qu'on a l'impression qu'à travers ce voile, c'est comme si cette femme devait s'effacer et qu'elle devait être quelconque, alors que c'est totalement faux. Non. Elle a vraiment le droit de chercher à être belle avec son voile, d'être bien habillée. C'est tout à fait quelque chose de naturel. Voilà, du moment qu'elle est consciente de le respect effectivement de la pudeur, des vêtements décents, etc., qui vont tout à fait dans l'esprit du voile. Mais in fine, comme je vous l'ai dit, l'esthétique n'est pas le but et l'austérité non plus. Il ne s'agit pas d'enlaidir la femme, il ne s'agit pas de l'effacer, comme vous disiez, mais il s'agit vraiment qu'elle sache qu'il y a une liberté quand même dans le fait que dans ses choix vestimentaires, parce qu'on parle beaucoup de choix concernant le voile, mais même elle, dans ses choix de mettre de telle ou telle manière le voile, de telle ou telle manière ses vêtements, et bien effectivement, si elle veut adhérer à la philosophie du voile, si elle respecte les critères de présentation décente de son corps, il n'y a aucune. Ça doit être pareil pour les hommes alors. Ça doit être effectivement, l'homme aussi est tenu. Parce que souvent on dit que la femme est oui, c'est dommageable. Et effectivement, pour que ça marche, il faut que les deux soient dans le sens là. Et on voit qu'effectivement les femmes sont, je dirais même beaucoup plus conscientes que les hommes, peut-être parce que effectivement elles ont cette sensibilité aux vêtements ou à la beauté que l'homme n'a pas forcément de premier abord. Donc ça, c'est tout à fait légitime. Alors on va se recentrer un petit peu sur le sujet vraiment phare du moment, en fait, où en fait on se pose cette question, en fait, les détracteurs du voile, c'est l'argument qu'ils avancent le plus souvent, en fait, c'est que ce voile est un symbole politique, voire un symbole militant. Alors voilà, la problématique en fait d'aujourd'hui maintenant, c'est que les médias, et c'est d'eux qu'il s'agit, certains politiques malheureusement, vont mettre en avant le fait qu'effectivement c'est un symbole politique radical. Le problème, c'est qu'ils font un amalgame sur deux choses. L'amalgame, c'est qu'il n'y a la quasi-majorité des musulmans et musulmanes en France n'adhèrent à aucune organisation musulmane organisée de type militante. Par exemple, si vous prenez les organisations françaises, il y a vraiment très peu de personnes qui sont militantes derrière ces organisations. Donc là, on ne peut pas parler pour l'ensemble de la communauté musulmane. Si on peut parler de communauté alors qu'elle n'est pas unifiée, elle est diverse, on ne peut pas parler d'unité dans ce militantisme ou dans la politique. Donc il y a une récupération à la fois aussi de certaines de ces organisations, mais aussi des politiques et des médias qui, malheureusement, font l'anathème et
prennent uniquement quelques personnes qui ont ces engagements avec des arrière-pensées idéologiques et politiques pour en faire une généralité. Et c'est là qu'est le danger. Parce qu'en fait, si je dis ça un peu plus simplement, hein, par exemple pour des jeunes qui nous écoutent, en gros, hein, une femme quand elle sort de chez elle et qu'elle met son voile, elle ne le met avec aucune arrière-pensée, simplement pour sa religion. Elle ne le fait absolument pas pour une visée politique et absolument pas pour une visée militante. Elle le fait en pleine conscience parce que ça lui apporte quelque chose individuellement et qu'elle adhère à ses principes, comme on le verra d'ailleurs peut-être par la suite, concernant la philosophie qu'elle s'est accaparée concernant le voile. Et pas du tout, on le voit quand les femmes voilées disent que c'est un choix qu'elles assument de toute façon. Et là, effectivement, c'est extrêmement dangereux que de vouloir le résumer à des personnes de milieux très restreints qui ont fait, et ça existe bien sûr, mais de manière très minoritaire, de la question, pas du voile, mais de la question de l'islam en général, une question politique et militante. Alors, je vais continuer un petit peu sur cette question continuer un petit peu sur la politique, hein, j'ai envie de vous dire. C'est que, du coup, avec ce que vous venez de nous répondre, est-ce que l'islam est compatible avec la République? Est-ce que le voile est compatible avec la République? Le voile plus particulièrement. Alors, il y a deux manières de répondre à cette question. Il y a la question du rapport de l'État à la religion et de la religion à l'État. Donc, dans un premier temps, ces dernières années, on assiste à une intrusion de l'État dans la religion, alors que ce n'est absolument pas la prérogative de l'État. Et d'un autre côté, on s'immisce dans la liberté individuelle religieuse qui est garantie par la loi. Et si on veut parler de valeurs républicaines respectées, on va s'arrêter à ce que la loi nous dit. La loi nous dit que l'État doit être neutre dans les questions d'adhésion religieuse. Ça veut dire qu'elle considère, depuis la loi 1905, que chaque citoyen faisant partie de ce pays est à un niveau égal, qu'il soit bouddhiste, chinois, bouddhiste, musulman, juif, chrétien ou autre, ils sont égaux vis-à-vis de la loi dans leur pratique de leur culte et les revendications de la pratique de leur culte. Donc ici, c'est un droit garanti qui est en conformité avec les valeurs de la République. La deuxième chose, c'est que l'État n'a pas le droit de s'immiscer dans la liberté parce qu'elle fait une rupture par rapport au principe de la laïcité. Et là, je dirais, l'État n'est pas dans les valeurs de la République si elle s'immisce. Et quand je parle de l'État, j'englobe pas tout le monde. Certains politiques, malheureusement, s'immiscent dans l'intimité de la religion et dans les libertés individuelles qui sont garanties par les valeurs de la République. Et en cela, le voile ne pose absolument pas de problème de compatibilité parce que ici, qu'est-ce qui est en jeu? C'est que dans les services publics, le fonctionnaire du service public n'a pas le droit de manifester une conviction religieuse ou un signe religieux. Mais les usagers ne sont pas tenus à cela. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a la loi qui veut dire que dans l'enceinte scolaire, donc la loi qui a été votée concernant l'interdiction du voile à l'État, les écoliers ou les élèves n'ont pas le droit de mettre le voile. Et ça, c'est respecté par l'ensemble des musulmans. On ne voit pas de gens ou de musulmanes qui enfreignent cette loi-là. Donc ils sont tout à fait, dans l'espace public, ils sont tout à fait libres. Je vais un peu rebondir là sur ce que vous venez de dire sur la loi qui a été votée, du moins qui prohibe le voile à l'école. Alors justement, les détracteurs souvent disent que les femmes qui portent le voile de leur plein gré, ce voile les avilit parce qu'au final, elles sont privées de l'accès à l'éducation et elles sont privées au final d'une certaine ascension sociale. Alors ça, c'est aussi un piège malheureusement qui est tendu par les détracteurs. Et en cela, j'ai une petite anecdote qui montre qu'effectivement, déjà, vous avez beaucoup de musulmanes dans les universités qui réussissent et qui arrivent à des niveaux de diplôme incroyables et qui sont voilés. On en voit dans toutes les universités de France et dans les institutions, les écoles de France. Ça, c'est une première chose. Concernant l'ascension et la promotion sociale au sein des sociétés, ce n'est pas les femmes musulmanes qui sont privées, mais on prive ces femmes musulmanes de l'ascension. Alors j'ai un exemple. Moi, je travaille pour une grande société, de location de véhicules internationale, dans le siège international, où une femme voilée était dans un service qu'on appelait le service e-commerce et qui avait des compétences techniques assez pointues qui ne sont
qui sont difficilement trouvables ou, dans le marché du travail. Et on a dû accepter de la laisser travailler avec son voile. Et moi, j'ai ma responsable, qui était à l'époque ma responsable, qui me dit que ce qui était incroyable avec cette fille, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était la seule du service qui pouvait nous trouver des solutions. Et lorsque moi, j'ai posé la question directement à ses responsables, il dit elle estime qu'elle n'a pas, l'essentiel pour elle, c'est d'apporter une valeur ajoutée à la société. Et en cela, elle a tout à fait prouvé dans le département où elle était que son voile, n'était pas un problème. Et elle le portait, je l'ai vu, j'en ai vu plusieurs aussi, et que ce n'était pas un problème. Et elle a mis cette condition-là et elle a apporté un tel développement au service dans lequel elle était, c'est que même ses pairs qui étaient autour d'elle ont reconnu, ils me l'ont dit. Donc j'étais assez impressionné, oui, avec elle, on trouvait toujours des solutions. Alors après ce bel exemple, je vais vous poser une question qui va être peut-être un peu plus compliquée pour vous étant donné que vous êtes un homme, mais j'aimerais en fait qu'on se place au niveau de la visu d'une femme. Parce que c'est au final, on parle souvent d'elle, mais concernant le voile, mais au final on les entend pas beaucoup parler et on n'a pas vraiment leur opinion justement. Mais ce qui pousse ces femmes à porter, quelle est la philosophie qui pousse ces femmes à porter le voile? Est-ce que vous pouvez nous aider justement à en savoir un peu plus? Moi, je ne peux pas vous donner un autre exemple que de ma propre famille, parce qu'effectivement, avec toute cette polémique du voile, j'ai voulu avoir un petit peu le ressenti de ma fille et de ma femme. Votre fille porte le voile? Oui, ma fille porte le voile et ma femme aussi. Et ma fille qui a 18 ans, qui a demandé à elle à le porter sans qu'on ait à faire le travail de lui suggérer, ne serait-ce que lui suggérer. Elle m'a donné son sentiment. Vous l'avez pas forcé alors? Non, du tout. Alors effectivement. Et elle m'a donné quelque chose qui m'a assez interpellé et que j'ai retrouvé aussi dans beaucoup de discours de beaucoup de femmes voilées que j'ai écoutés, dans des documentaires notamment. Et elle m'a dit que, curieusement, depuis que je mets le voile, et puis c'est pas vieux, ça fait 2 ans, depuis que je mets le voile, papa, moi, je sens que je retourne à mon intériorité et je m'oblige en fait à donner ce qui est le meilleur dans mes qualités à la société et à l'école notamment, à essayer justement d'apporter un plus par rapport à mes compétences, à mon intelligence, comment je peux l'appliquer, etc., à aider mon prochain, etc., de manière à ce que, voilà comment je le ressens, que là, tout ce qui était apparence n'a plus d'importance pour moi, ou a moins d'importance, où je veux que les gens me reconnaissent comme étant, Donc alors qu'on pense que le voile est un frein, finalement c'est un catalyseur justement. Exactement. Pour l'épanouissement. Et ça c'est la question. Alors c'est la question intellectuelle, mais après il y a la vision spirituelle. Et la vision spirituelle me dit, papa, je te parle pas de ma vision spirituelle, où vraiment là ça m'a poussé à avoir cette intériorité spirituelle. Et là je me sens beaucoup plus enclin à faire appel à mes forces internes pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Pour aussi, papa, je vois que derrière, mon environnement, en fait, je veux qu'ils perçoivent que, au-delà de l'apparence que vous voyez de moi, d'une femme qui pourrait exposer sa beauté ou autre, il y a des qualités propres et je voudrais que vous vous arrêtiez à ça. J'ai des choses à dire là-dessus et j'ai des choses à donner aussi là-dessus. Écoutez, merci d'avoir partagé avec nous ces moments personnels et merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt pour une nouvelle émission. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.